Merci à la bibliothèque patrimoniale Romain Gary pour l'organisation de cet entretien autour de nos œuvres qui appartiennent au fond de la bibliothèque. Alors quand je dis nos œuvres, je devrais peut-être préciser le fait que mon frère et moi-même, nous formons en fait un auteur qui est une entité à part entière, sous le pseudonyme collectif de Gabriel Mexen. Alors, cette spécificité appartient à un choix, qui est un choix, je dirais, à la fois esthétique, théorique et social. C'est un choix qui ne relève pas simplement, je dirais, d'une forme d'originalité manifestée sur la fonction auteur, puisqu'on associe la plupart du temps à une production culturelle une personne qui doit peut-être amener son fort intérieur à développer certaines capacités ou un certain savoir-faire et certaines visions harmoniques pour le rendu d'une œuvre, alors que deux personnes, c'est quelque chose qui relève peut-être d'une perception un peu plus originale de cette fonction auteur. Alors, l'élément essentiel, c'est le fait de promouvoir le concept du dialogue. Le concept du dialogue, il est essentiel pour nous, pour plusieurs raisons. D'une part, c'est le fait que l'écriture, la peinture, relèvent d'un travail qui est un travail de communication, où il s'agit à la fois de pouvoir exprimer ce que nous désirons mettre en œuvre. Il s'agit d'inscrire aussi au cœur même du processus créatif le fait qu'une autre personne soit présente. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait déterminant sur l'énergie propre à la question du travail poétique dans le sens le plus large possible. Et le point aussi qui nous paraît important est le fait que ça introduise à l'intérieur de la dimension créative une dimension d'une part aventureuse, puisqu'il y a un lâcher-prise, en quelque sorte. Le fait de travailler à deux oblige effectivement à faire confiance à l'autre personne à travers ses propres expériences, et donc son approche va à un moment donné peut-être surgir à des endroits où on ne l'avait pas forcément prévu, et il va falloir s'adapter, il va falloir réussir à être en collaboration continue. Donc cette dimension aventureuse, elle est intéressante, elle donne une forme de rapport un peu passionné à la démarche de création vers l'œuvre. L'autre élément aussi, c'est le fait qu'il faille aussi rendre compte à l'intérieur de cette démarche. C'est-à-dire que les choix qui sont faits, les choix qui sont opérés, la dimension aussi esthétique qui est choisie ne va pas se faire simplement, si je puis dire, dans le cadre d'un lâcher-prise, mais se fait aussi sur la capacité de pouvoir véritablement positionner son dire, positionner son approche de l'image, positionner ses choix, positionner son approche harmonique de telle manière qu'elle soit aussi communicable à l'autre et que l'autre puisse la saisir et puisse la comprendre et puisse la corroborer. Donc, c'est un point essentiel, et donc la notion de dialogue se trouve tout à fait au centre de notre expérience. Deuxième élément, tel qu'on peut le voir dans les fonds de la bibliothèque, c'est que l'ensemble de notre production se fait autour du livre. C'est-à-dire que cette question du livre, elle est absolument centrale. On a posé le livre comme médium majeur, et parler du médium majeur, pour nous, c'est aussi une approche théorique, c'est-à-dire que, bien entendu, ça appelle à la position du lecteur ou de la lectrice, c'est-à-dire qu'il y a un travail aussi d'appréhension de l'œuvre à travers une certaine forme de silence, le rythme qui est proposé à travers le jeu de l'image et du texte, la rythmique qui est proposée est une expérience à part entière qu'on relie à la notion de lecture, bien entendu. Et cette partie du livre nous permet aussi de bien mettre en avant le fait que nous travaillons avec des modes d'expression qui sont des modes d'expression plastiques. Ce qu'on entend par plastique, c'est-à-dire qu'il faut absolument que le langage et l'image puissent rendre compte véritablement de l'ensemble des expériences qui sont pour nous proposées. Et il ne faut absolument pas qu'il y ait trop de dimensions spécifiquement sociales qui vont tout d'un coup, ces dimensions-là pourraient écraser un petit peu en quelque sorte la question de l'expérimentation. Donc la revendication des pratiques plastiques est ici tout à fait essentielle, et le livre recueille en quelque sorte ces pratiques en les mettant ensemble et en les liant de manière indéfectible. C'est là aussi, à travers le jeu de la reliure, cette importance
du lien entre le texte et l'image que nous souhaitons mettre en avant. Ce point aussi va conduire à réfléchir un peu sur la portée du travail. Alors la portée du travail se relie sur deux points essentiels qui sont des points que je pourrais qualifier de points ésotériques. C'est le travail à partir du fort intérieur et le travail vers le mystère. Donc le fort intérieur, c'est le fait qu'évidemment la notion de l'expérience individuelle partagée dans le dialogue est un point nodal. Et la notion de mystère, c'est le fait aussi que nous ne savons pas exactement jusqu'où nous allons aller dans la proposition des éléments théoriques que nous souhaitons mettre en évidence et que nous souhaitons explorer. Et c'est cet élément fondamental du livre comme expérience ésotérique qui nous rattache, par exemple, dans toute une tradition culturelle à des exemples de livres qui sont pour nous des livres manifestes. L'exemple peut-être le plus typique qu'on pourrait retenir, c'est la présence du Tao Te Ching, donc le livre de la voie et de la vertu, qui a été, je dirais, finalisé dans l'ancienne Chine vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce livre, qui est un condensé philosophique, spirituel, mais en même temps extrêmement rythmé, avec une vocation linguistique extrêmement poétique, va pour nous témoigner d'un ensemble fusionnel à l'intérieur du livre, qui remonte à travers les âges et qui fait le lien entre une dimension pancaliste, je dirais, qui vise une forme de beauté, et une dimension théorique, c'est-à-dire qui vise à l'expression d'un message qui est un message construit. Et ce message construit, il va avoir évidemment comme rôle la découverte du mystère que j'évoquais tout à l'heure. Et donc c'est ce point ésotérique qu'on souhaite mettre en avant dans l'ensemble de notre approche. Dans ce terme ésotérique, quelque chose de particulier, ce mystère, c'est qu'il se donne par un amour absolu qu'on a découvert étant jeune dans la ville de Nice. Alors, pour nous, la ville de Nice, ça se joint naturellement avec la vision politique actuelle qui est la métropole. Et on est tout à fait content que la métropole existe parce que pour nous, ça résume parfaitement notre expérience de ce qu'on appelle Nice. Alors, on est né en tant qu'auteur, en tant que Gabriel Mexen, sur les remparts de Villefranche-sur-Mer. Donc, c'est partie de la métropole. Pour nous, la rade de Villefranche fait partie de cet ensemble, ainsi bien sûr que la baie des Fourmis. Et cette expérience amoureuse qui était faite à Nice trouve bien sûr son point le plus fort dans la baie des Anges. Alors la baie des Anges, pour nous, c'est la relation amoureuse absolue. Il y a une relation dans la culture en Occident qui prend le thème du roman courtois, donc du rapport amoureux, de l'initiation amoureuse. Pour le roman courtois, l'initiation amoureuse, c'est la dame qui va vous amener à percevoir des choses, à comprendre des vues qui vous auraient échappé si vous étiez simplement resté sur vous-même. Au contraire, la dame va monter votre niveau d'intellection globale. Et ce rapport à la dame, ce respect, cette passion, une passion mesurée, va permettre de comprendre des choses. Et dans ce cadre-là, Notre-Dame serait précisément la ville de Nice. C'est elle qui nous guide depuis l'enfance à comprendre tous les processus qui sont en germe dans cette ville, qui sont des merveilles absolues et qui nous ont happés dès la plus jeune enfance lorsqu'on se promenait sur la promenade des Anglais. Donc le rapport amoureux est un rapport de pensée, mais aussi un rapport presque physique. Et ce rapport physique, on entretient dans notre travail des caresses avec la ville, et toutes ces caresses sont nos œuvres, qui sont des pensées permanentes, des attentions. On essaye toujours d'être en communion avec la ville dans notre travail, même quand on n'est pas à Nice, pour pouvoir toujours être lié à cette dame, qui pour nous est la dame parfaite. Alors, on a par rapport à ça essayé d'offrir à cette relation des objets qui pour nous sont le plus beau possible. C'est pour ça que les livres sont là pour témoigner de cette
de cette fusion avec cette initiation que nous offre la ville de Nice. Et parmi ces livres, un des premiers livres est le livre de Pierre, qui est à la bibliothèque Romain Gary, que vous pouvez exposer dans la salle de lecture, sur les 4 piliers. Et ce livre est un livre de Pierre composé de dalles en marbre, sur lequel on a commencé à gauche par une peinture, qui est une vision de langage, et à droite les formules, qui est un art formulaire, qui se compose, là en l'occurrence, vous pouvez voir de à peu près 800 capitales romaines gravées à la main. Donc à peu près pour chaque lettre, c'est 1 heure à peu près de temps. Donc ça fait à peu près 800 heures de passion amoureuse liées au livre par la lettre. Alors la lettre, c'est une capitale romaine. Pour la gravure lapidaire, la capitale romaine, ça se fait à la main. C'est dans la tradition antique, sur la colonne Trajan, on a cette capitale. Et pour arriver à la perfection de la capitale, on doit tracer à l'intérieur de la lettre un V. Donc toutes les lettres sont entaillées en V grâce à un système de burin et de ciseaux, pardon. Et on a du coup une vision de la lettre qui apparaît selon qu'on établit un flux lumineux sur cette lettre. Elle peut apparaître même presque en 3 dimensions si on part bien du bas et que l'on va vers la droite. Et on peut avoir une vision de la lettre qui apparaît presque comme par magie. Et toute la formule ainsi apparaît. Cette formule qui a été gravée apparaît comme une écriture presque ancienne, qui n'a pas vraiment d'âge. Et du coup, le but du jeu, c'est d'arriver à ce que la peinture soit à la fois l'initiation au langage, comme vision au langage, et permette à la formule de s'épanouir et de dévoiler des phrases, une passion aussi pour les phrases, et qui permettent de créer cet art formulaire. Peut-être maintenant pouvons-nous préciser que ces livres ont trouvé toute leur place à Nice dans une bibliothèque. Alors, ce n'est pas n'importe quelle bibliothèque, c'est la bibliothèque Romain Gary, bibliothèque patrimoniale et bibliothèque d'études. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette notion de bibliothèque possède une forme de polysémie extrêmement évocatrice. On est dans une certaine appréhension du monument, dans un premier temps. On est aussi dans une vocation institutionnelle. On est aussi dans une vocation sociale, à travers la promotion de la lecture et la promotion d'un patrimoine écrit, et aussi d'un patrimoine visuel extrêmement riche. Et par ailleurs, cette analyse de la notion de bibliothèque nous permet aussi de comprendre le rôle à l'intérieur de la culture que cette institution a pu avoir à travers la notion de mythe littéraire, mais j'irai peut-être plus loin que la notion de mythe littéraire, je parlerai de mythe culturel, qui a été nourri de manière extrêmement diverse à travers des récits, à travers des réflexions théoriques, à travers aussi des représentations picturales. Et cette notion mythique associée à une vocation institutionnelle au milieu d'une ville fait finalement un écho pour nous à la notion de temple. Donc le fait qu'un livre puisse trouver son lieu d'évocation et son lieu messager à l'intérieur d'une forme de cœur qui serait la zone, je dirais, privilégiée à l'intérieur d'un temple, est une image qu'on trouve extrêmement porteuse et qui nous permet aussi de faire des liens thématiques. Le premier lien qui peut être saisi à partir de cette question du temple, c'est un rapport à l'antiquité même de la notion de temple. Et dans cette antiquité même, vous avez plusieurs traditions qui sont fondamentales et qui nourrissent le livre. Vous avez évidemment la tradition du temple d'Adoniram, mais vous avez aussi, de façon conjointe, la grande tradition des temples tels que la civilisation étrusque les a mis en place. Et là, nous avons, donc dans cette espèce de jeu de plusieurs voies autour de la notion de temple, de notre tradition méditerranéenne, un rapport extrêmement puissant, selon nous, à la tradition de la discipline étrusque. Alors, ce qu'on appelle la discipline étrusque peut facilement se concevoir autour de 2 grands points qui lui permettent de s'organiser. Quand on fait attention aux travaux des spécialistes et quand on réfléchit aussi à cette période, on peut s'apercevoir que la discipline étrusque fait un lien de façon très directe avec la notion de divination,
Donc cette question de la divination est un point qui va là aussi être extrêmement important, puisqu'il permet d'associer des temps révolus avec aussi une vision du futur. Donc ce rapport-là de jeu sur la notion de temporalité est quelque chose d'essentiel. Et cette notion de divination va rencontrer une autre thématique intéressante qui est le lien entre le monde des ancêtres et le monde à venir. C'est-à-dire qu'il y a là aussi, dans la discipline étrusque, une colocation entre le futur et le passé qui comprennent des correspondances. Alors, ça, c'est quelque chose qui est très important dans la détermination du temple tel que les Étrusques l'ont pensé, et puis après, les Romains, en reprenant cette caractéristique étrusque, ont aussi fait grand cas. C'est le fait, par exemple, qu'un temple soit construit sur la base d'une réflexion autour d'auspices, autour de lecture du vol des oiseaux, par exemple, et le fait que ce soit sur un monticule particulier, ce monticule va être balisé en quelque sorte à partir du vol des oiseaux, et donc on est sur cette problématique de la divination associée à un acte architectural et associée à un acte social. Ça nous fait plonger directement sur le rôle du rapport du livre, de la bibliothèque et de la magie. Alors cette question-là, elle est pour nous essentielle, et cette problématique de la magie doit être tout de suite, je dirais, définie. Dans le fond, qu'est-ce que c'est la magie? On pourrait essayer de proposer le fait que la magie, c'est un travail sur la translocation et le fait qu'on puisse mettre en rapport des éléments les uns avec les autres qui au départ n'en ont pas forcément. Et tout d'un coup, ce jeu de rapport va créer des précipités dans le réel, et ces précipités vont forer en quelque sorte la réalité pour l'explorer. Donc le principe exploratoire qu'on indiquait tout à l'heure peut être décrit comme un principe magique, c'est-à-dire le fait de savoir faire ce jeu de forage et d'éviter d'être en quelque sorte dans l'abîme de la surface du réel, de s'abîmer dans la surface du réel, et au contraire de pouvoir l'explorer dans le système de profondeur. Alors cet élément qui permet de faire un lien entre la magie et le réel, se recoupe pour nous dans une part des œuvres qui sont dans le fond de la bibliothèque, qui sont appelées les pages orques, et les pages orques sont en quelque sorte nos manuscrits, c'est-à-dire qu'il y a une toile qui est une toile qui correspond à un travail de peinture qui est inséré à l'intérieur d'un système de portfolio, et en vis-à-vis une page qui est une page manuscrite. Et cette page manuscrite va reprendre la figure d'un hexagramme du Yiking, le Yiking étant dans la tradition magique un point de ralliement essentiel sur le fait de mettre en relation les différentes thématiques et de pouvoir aussi tirer le Yiking à travers le jeu des différentes lignes qui composent les hexagrammes et qui permettent aussi d'avoir un système de prévision. Et cet élément-là va avoir un sens dans le Tao Te Ching dont je parlais tout à l'heure, et va plonger ses racines jusqu'à l'existence même de l'écriture dans la tradition que j'évoque. Et à partir de là, ça nous permet de mettre en avant le lien entre le livre et la magie. Oui, et le lien qu'on peut voir avec la magie, avec les pages orques qui sont à la bibliothèque Romagari, sont aussi car elles représentent le récit dans l'œuvre globale qui s'appelle Les Figures, qui est notre travail. Et le récit est à la base même de ce qu'on propose. Donc, que ce soit les pages orques, qui sont des récits, que ce soit les livres de pierre, ce sont même les formules qui sont sur les livres de pierre sont des formules de récit. Donc on est toujours dans un élément narratif, et donc la vision a toujours un grand récit. Et le récit, pour nous, est fondamental parce qu'il retrouve aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le mythe, il retrouve des fondements du mythe grec, cette fois-ci. Le récit est à la base presque, on va dire, de notre culture. Du coup, il y a des éléments qui vont apparaître. Je me permets, j'en profite, de préciser que les éditions qui organisent notre travail s'appellent les éditions Les Larmes d'Icare, Philosophie émerveillée. Donc ici, Icare avait été choisi parce que justement, il représentait une volonté de sortir de sa condition, risquée par ailleurs, mais en même temps, cette volonté de sortir de sa condition était un élément même de l'humain et qui permettait du coup de trouver des résonances
Le récit était là pour recueillir toutes ces expériences possibles. Donc, le plaisir immense qu'il y a à travailler dans le récit permet de découvrir le livre sur une multitude de facettes. Une des choses qui nous a tenu le plus à cœur, le fait de passer du livre de Pierre, donc je dirais un livre antique dans sa facture, au récit en passant par les pages orques, puis après au récit pour le grand public qu'on délivre via l'édition digitale, permet de se situer au croisement du temps. Le récit se donne à la fois de façon donc antique et à la fois de façon, je dirais, ultra-futuriste, parce que pour l'instant les habitudes de lecture au temps où on parle ne sont pas encore tout à fait acquises, mais nous sommes convaincus que le livre numérique est l'avenir du livre. Et le livre ne meurt jamais, on peut dire. Il est né, il n'y a quasiment pas de naissance, on peut dire aussi. Donc il est toujours présent, que ce soit dans le passé, dans l'Antiquité, et que ce soit dans l'ultra-futur, on peut dire, avec le livre numérique. Et du coup, c'est un grand plaisir de pouvoir se plonger dans ce croisement du temps, à la fois ancien et à venir. Ce que le corpus digital manifeste particulièrement, c'est le fait d'associer à l'intérieur d'un récit poétique une suite de textes et des images qui ne sont pas pensées évidemment comme illustrations, mais qui sont pensées comme moments spécifiques du récit. Cette question du récit, qu'on pourrait appeler le récit poétique, hein, ou récit en prose poétique, dans sa globalité, est pour nous quelque chose qui est une forme première, qui correspondait bien au lieu du livre, pour mettre en avant l'acte de lecture comme le fait qu'il y ait un système d'entraînement, c'est-à-dire qu'on imagine la lecture comme quelque chose, ou plutôt comme un processus qui va entraîner la personne qui se livre à la lecture à une sorte d'expérience de son fort intérieur en relation avec quelque chose qui lui est donné, quelque chose qui lui est proposé. Et c'est cette relation à deux voix, en quelque sorte, qui va générer du sens et qui va générer du rythme. Donc cet élément rythmique, qui au passage peut faire appel, plus encore qu'à la notion de musique, à la notion de danse, fait partie directement du jeu entre la relation entre l'image et le texte. Donc, le fait de pouvoir se laisser entraîner, le fait de rentrer dans un univers, le fait de passer par une logique de fiction dans laquelle les éléments biographiques des lecteurs vont s'agripper en quelque sorte aux branches qui sont disposées tout au fil de la lecture, va permettre tout d'un coup toute une série de germinations, toute une série d'efflorescences, et on peut considérer que le livre ici va retrouver la thématique climatologique fondamentale, donc va générer un climat spécifique où l'intériorité des lecteurs va pouvoir petit à petit se développer. Et c'est dans le cadre de ce développement qu'une véritable expérience de lecture peut être proposée. Donc ça, c'est un premier point assez caractéristique. Un autre point, c'est le fait que nous essayons de jouer sur deux caractéristiques de la langue, qui, pris au sens très large, qui relèvent à la fois de ce que j'appellerais le fait de rester dans une crête extrêmement dangereuse, dangereuse au sens où on est vraiment à la limite, et c'est là où je caractériserais l'élément poétique. C'est-à-dire que l'élément poétique, c'est à la fois une recherche harmonique, c'est aussi une limite, c'est-à-dire qu'on va flirter avec des éléments qui sont facilement compréhensibles et des éléments qui, de toute façon, d'où aussi la question de l'initiation et le fait qu'il y ait quelque chose qui relève, non pas forcément de l'occultisme, mais qui relève de l'ésotérisme, c'est quelque chose qui va se donner, mais se donner d'une manière complexe pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'une idée très simple doit être comprise et peut être comprise, mais cette idée simple fait partie d'un système avec derrière un désir, avec derrière une volonté, avec une certaine vitesse aussi de compréhension. Et donc, comme les logiques de magie qui sont en tant que telles relativement simples, elles sont par définition ésotériques parce qu'elles vont avoir aussi toute une série d'expérimentations qui va petit à petit manifester leur climat, manifester leur monde dans lequel elles vont prendre sens.
Donc c'est une expérimentation. Donc soit on se livre à cette expérimentation, soit au contraire on n'arrive pas à lâcher prise et on reste un petit peu en deçà de l'expérience proposée. Donc ça c'est une caractéristique, et cette caractéristique va aussi avec le fait d'une volonté que j'appellerais philosophique ou plus globalement théorique. Donc la notion de prose d'exigence va aussi faire partie de la poétique au sens large. Cette notion de prose d'exigence exige le fait qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait le fait d'être conséquent dans les analyses qui sont proposées. C'est-à-dire, bien entendu, il y a des histoires, il y a des personnages, il y a des événements, mais ces histoires, ces personnages et ces événements vont aussi avoir toujours un rôle de convocation d'une théorie, donc théorie au sens vraiment de la contemplation, cette contemplation qui va faire advenir le mystère que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un objectif qui est vraiment défini dans la lecture. Il s'agit vraiment d'amener à des conséquences théoriques et de faire saisir des éléments conceptuels dans le fil de la lecture. Donc, et de le faire à l'intérieur de ce climat. Donc il faut absolument qu'il y ait ces deux pôles, le pôle que j'appellerais l'effet d'entraînement du récit poétique, avec l'élément dangereux de l'élément de compréhension, et puis cette nécessité aussi théorique fondamentale qui vise toujours à amener et à prouver et à démontrer de manière conséquente des éléments consubstantiels au message. C'est un peu comme ça qu'on pourrait peut-être définir l'ensemble du corpus des figures. Oui, et on pourrait aussi, pour être en écho avec cette description climatique du récit, le lier à un climat plus naturel, qui est le climat justement de la zone dont on parle depuis le début dans notre intervention, donc de la zone de Nice. Parce qu'il y a dans l'approche de Nice un climat qui est bien connu de tous, mais qui a des actions curieusement extrêmement vertueuses. Lorsque on est en réception, il peut se trouver que la peau devient tout d'un coup animée. Parce qu'avec la mer, avec pas mal d'éléments de lumière, de soleil, se donne presque, on va dire, une épiphanie, une apparition. Et ce climat de Nice est central parce qu'il permet de développer d'abord sur la peau un phénomène très agréable, mais en plus, il génère dans l'esprit ou dans la noèse un ensemble de réactions, de mouvements, d'animations. Et on pourrait qualifier cette action du climat niçois de syncrétique. Alors pour nous, bien sûr, c'est très important parce que vu qu'on essaye toujours de lier les choses par le dialogue, lier les choses avec la relation entre l'image et le texte, entre la philosophie et la poésie, il se trouve que grâce à ce climat, on peut lier des phénomènes tout à fait formidables. L'un des secrets de ce climat niçois, c'est que, par exemple, dans la vision qu'on peut avoir lorsqu'on est assis sur un banc, tranquillement en train de parler, ou même simplement dans le silence, on peut percevoir, par exemple, dans la ramure d'un poivrier, donc quelque chose tout d'un coup de très précis, de très exact. Dans cette ramure, dans ce poivrier, on peut sentir une multitude de choses. Et une des choses les plus fondamentales qui nous est apparue à Nice, dans ces diverses contemplations, c'est que la ville de Nice n'était pas une ville seule, c'était une ville double. Et lorsque on s'est promené à Nice, on avait l'impression de se promener aussi dans une autre ville. Alors ça peut faire référence à la tradition soufie, les villes mystiques, une ville pouvant non pas en cacher une autre, mais amener à une autre ville. Et la ville de Nice, tout d'un coup, vous introduit dans un autre endroit, un autre lieu. Pour nous, c'était Turin, évidemment. Le point de vue historique entre Nice et Turin est connu, c'est fait partie de ce qu'on appelle les anciens États de Savoie. Et ce rapport avec la ville de Turin, qui pour nous est une ville fondamentale aussi, tout d'un coup indique une sorte de foyer, une sorte de communion entre deux villes. C'est pour cette raison qu'on a toujours gardé en mémoire lorsqu'on est à Nice, lorsqu'on parle de Nice, lorsqu'on se veut être en relation avec cette ville, toujours avoir l'idée d'un ailleurs. Et on a créé l'utopie du Piémont-Savoie,
qui reprend l'élément historique, mais pas que seulement, c'est simplement pour aussi aller vers un au-delà, vers un futur qui pourrait être par exemple européen. Nous, ça nous irait très bien parce que on a toujours tendance à penser que l'Europe, il faut lui donner en même temps un certain sens historique. Et vers l'avenir, le Piémont-Savoie, pour nous, serait une parfaite alliance entre la France et l'Italie notamment. Et donc, il y a dans cette ville jumelle, Nice et Turin, une utopie en germe. Ça peut être une utopie politique, mais ça peut être aussi, pour ce qui nous concerne nous plus, une utopie artistique. Et on a créé l'utopie du Piémont-Savoie. Tous nos livres sont au colophon des livres, à la fin des livres. Il y a toujours une notification du Piémont-Savoie, que ce fût pour le temple à la bibliothèque de Nice. Car le Piémont-Savoie, pour nous, est justement cet athanor, ce four global où on fond toute notre poétique. Et si Nice est syncrétique, c'est parce que justement, elle nous a mis dans cet élément, je dirais, fusionnel. Et c'est pour cette raison qu'après, on peut développer cette fusion sur les États de Savoie et sur notre utopie du Piémont-Savoie. Ça nous amène aussi à parler de la montagne. Parce que les éléments frontaliers peuvent amener par exemple un village pour lequel on a une grande passion qui s'appelle Crévoux et qui est un petit peu donc au nord de la frontière du Piémont-Savoie. Et ce lien avec la montagne, ce lien avec la mer permet de créer une relation fusionnelle de la même manière. Donc lorsqu'on est à Nice, on est pour nous à la fois à la mer, à la montagne. Ça paraît une évidence lorsqu'on voit la géographie, mais c'est en même temps un élément qui fait partie, je dirais, des racines même de cette ville. Et c'est ce qui permet du coup d'avoir cette alchimie globale. Et je pense que c'est la spécificité de Nice et son secret le plus merveilleux.